modifie de manière cyclique l'inclinaison et la direction de l'axe de la Terre par rapport au Soleil. À proximité du 65e parallèle, la quantité de chaleur qui frappe le sol devient parfois si faible qu'une glaciation se produit. Oui, je sais, c'est un peu compliqué. Heureusement, les scientifiques sont allés sur le terrain pour valider cette théorie. Ils ont carotté le fond des océans, des lacs et les glaces polaires pour reconstituer expérimentalement le grand livre du climat. La base et les animaux microscopiques accumulés au fond des mers, ainsi que l'eau et les bulles d'air piégées dans la glace depuis des millénaires, sont comme les mots contenus dans une immense pile de vieux journaux. Une fois analysés, ils révèlent l'état du monde passé, plus précisément l'état du climat. Grâce à ces impressionnantes carottes, qui mesurent parfois 3 km de profondeur, on a confirmé l'alternance de périodes glaciaires et interglaciaires. Et on connaît désormais précisément les fluctuations de température à la surface du globe au cours des 8 derniers grands cycles climatiques. Pour résumer la situation, un coup il fait froid, un coup il fait chaud. Mais le froid, ça dure longtemps. Le dernier épisode glaciaire débute en effet il y a 120 000 ans environ. Même si une vingtaine de brefs épisodes tempérés et pluvieux ponctuent cet âge de glace, les Néandertaliens et les Cro-Magnons furent souvent bousculés par des périodes de froid intenses. Les températures pouvaient alors chuter de 10 voire 14 degrés Celsius. Au plus fort de la glaciation, il y a 21 000 ans environ, la calotte recouvre l'Amérique du Nord ainsi que les 2 tiers des îles britanniques, l'ensemble de la Scandinavie et les régions autour de l'actuelle mer Baltique. L'énorme masse d'eau concentrée dans ces glaciers fait descendre les océans de près de 120 mètres. Et certaines mers, telles que la Manche, n'existaient pas. L'Europe a alors de drôles de contours. À cette époque, nos compatriotes européens ne sont pas très nombreux, quelques milliers tout au plus. Ils sont organisés en petits groupes isolés qui vivent là où il n'y a pas de glacier, c'est-à-dire plutôt dans la partie sud du continent et en dessous de 400 mètres d'altitude. Ils vivent là où il n'y a pas de glacier et là où il y a du Rhône. Le Rhône est en effet le véritable supermarché de l'époque. C'est votre jour de chance, messieurs, dames. Livraison de 50 kilos de viande fraîche et comestible au rayon boucherie. On en profite. Bois et os de toute taille raviront les bricoleurs. N'attendez plus pour tailler vos aiguilles, lissoirs, retouchoirs, pointe de sagaie, propulseur. Et cette épaisse fourrure indémodable. Courez vite au rayon vêtements. Il reste quelques mocassins absolument irrésistibles. Le renne, tout comme les chevaux, les aurochs ou les bisons, apprécie durant le court été, la neige ayant fondu, les grandes étendues herbeuses parsemées de fleurs et de quelques arbustes qui garnissent alors une grande partie de l'Europe. Mesdames et messieurs, intéressons-nous maintenant de plus près à la Dordogne, car après tout, si vous étiez né au temps de Lascaux, il y a de grandes chances pour que vous ayez séjourné en Périgord. En effet, les études paléodémographiques faites à partir des sites conservés révèlent une nette concentration de population dans le nord de l'Espagne et dans le nord-est de l'Aquitaine. Cela signifie, en d'autres termes, que l'homme a posé ses valises dans ces régions car il y trouve à la fois de hautes falaises calcaires qui offrent de nombreux abris sous roches et regorgent de filons de silex. Et du gibier, le bon vieux renne, mais aussi peut-être des isards et des bouquetins délogés des montagnes par l'extension des glaciers d'altitude. Moins de ressources, moins de Cro-Magnons, et peut-être pas de Lascaux en Dordogne. La paléodémographie, c'est aussi simple que ça. Les ambassadeurs de l'âge de glace ont-ils côtoyé les humains en Dordogne? Même s'ils étaient moins nombreux que dans les grandes plaines d'Europe centrale, quelques grands herbivores comme les mammouths, les bœufs musqués ou encore les rhinocéros laineux ont arpenté notre région. Du moins, c'est ce que laissent penser les restes retrouvés lors de fouilles archéologiques et les représentations artistiques qui sont parvenues jusqu'à nous. Quand débute la dernière ère glaciaire, il y a plus ou moins
120 000 ans, les mammouths laineux sont parfaitement acclimatés au froid. Je vous présente Elmer, mon mammouth de démonstration. Très petites oreilles et queue courte pour limiter les pertes de chaleur. Poils omniprésents, même sur les oreilles et la trompe. Poils longs et 6 fois plus épais que des cheveux humains qui isolent le corps du mammouth et le rendent étanche. Dense sous-couche de poils fins, courts, soyeux, directement au contact de la peau. Un vrai molleton isolant. Généreuse couche de graisse qui recouvre une épaisse peau. Dur à cuire le mammouth. Sans oublier cette autre particularité, un clapet anal qui protège cette zone sensible du froid et limite les pertes de chaleur. Cet équipement résulte d'une lente adaptation de l'espèce à son environnement qui n'a cessé d'être perturbé depuis que Mammuthus meridionalis a entrepris de quitter l'Afrique il y a 2,5 millions d'années. Peu de poils, peu de gras. Les hominidés, qui eux aussi sont nés en Afrique, ont très peu évolué génétiquement pour s'adapter au froid. En revanche, nous avons construit avec notre intelligence ce qui nous manquait, des vêtements. L'homme du paléolithique supérieur n'est ni hirsute, ni emmitouflé dans une peau de bête mal dégrossie. Au contraire, il est sophistiqué et maîtrise très tôt l'art de la couture. Admirez cette garde-robe paléolithique. Pour s'abriter, nos ancêtres nomades construisaient des campements de plein air ou aménageaient des renfoncements creusés naturellement dans les falaises calcaires par l'érosion. Rien à voir avec les grottes sombres et humides. Essayez un peu d'y faire un feu. Elle serait vite enfumée, l'air serait irrespirable. Et vous auriez vite fait de réveiller un ours des cavernes en pleine hibernation. Fabrication d'outils en série, exploitation de l'os, de l'ivoire, du bois, couture, art. Toutes ces innovations déterminantes ont été adoptées entre 40 et 20 000 ans, alors qu'il fait très froid. L'homme s'est bel et bien affranchi du froid en inventant et surtout, il a partagé ses trouvailles. Les échanges et contacts entre groupes humains sont plus faciles quand il n'y a pas de forêt à traverser. La culture se partage donc plus facilement en période froide. Il y a environ 15 000 ans, la glaciation amorce quelques signes de recul. Le climat commence à se réchauffer, la forêt gagne du terrain, la flore se diversifie. Pourtant, cette période de transition est difficile pour les hommes. Les rennes et tous les grands herbivores adaptés au froid sec et à la steppe partent chercher des territoires plus favorables, au nord et à l'est. Les hommes doivent donc apprendre à piéger et chasser les nouveaux animaux de la forêt. Ils se fixent en Europe et s'adaptent à ce nouveau milieu forestier, tandis que les mammouths quittent le territoire et ils migrent vers le froid pour trouver de la nourriture. Mais malheureusement pour eux, la glaciation s'achève il y a environ 7000 ans, après un dernier soubresaut. L'habitat du mammouth laineux se raréfie très rapidement. Il n'a pas le temps de s'adapter, et l'espèce finit par s'éteindre il y a 4000 ans en Sibérie. Les humains trouvent dans cette nature de milieu tempéré une nourriture plus variée, faite de nombreuses espèces végétales et animales proches de celles que nous connaissons aujourd'hui, de quoi enrichir les menus. Ils ne sont plus obligés de suivre le gibier qui vit sur un territoire plus restreint. Leurs huttes et abris deviennent de véritables maisons, des villages. L'homme se sédentarise progressivement. Il est de moins en moins prédateur et invente l'élevage, l'agriculture, puis l'écriture, les villes, la guerre, l'art du fer, la route, l'industrie, les centrales à charbon, l'automobile, les avions, pour finalement perturber le climat. Pendant des millions d'années, le climat a été influencé par la course de la Terre autour du Soleil, par l'emplacement des continents, par les courants océaniques. Mais la révolution néolithique puis la révolution industrielle ont fortement modifié le mode d'occupation de la planète par l'homme, et ce, en quelques milliers d'années seulement. Comment les cycles naturels de la planète vont-ils réagir à cette nouvelle pression?
Saurons-nous, aussi bien que nos ancêtres, faire face aux changements climatiques, chauds ou froids? Personne ne sait vraiment le prédire, mais qui s'avère inéluctable. Peut-être que dans 100 000 ans, nos descendants se demanderont ce qui a bien pu se passer sur Terre pendant la dernière période interglaciaire. De la même manière qu'aujourd'hui, nous ne savons pas expliquer dans le détail toutes les facéties du climat révélées par les carottages marins et glaciaires. J'espère en tout cas que je n'aurai pas à leur faire une conférence sur l'extinction de l'humanité. Je vous souhaite une bonne journée et surtout une bonne visite. Au revoir. เรียกสีกา Oh, แฟ oh, oh.